Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion ? C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Avant de vous laisser avec Christelle, l'invitée du jour, quelques mots sur ma formation pour créer sa boutique en ligne. J'ai envie de vous aider à vous construire une nouvelle vie et vous guide dans cette formation de A à Z pour créer votre e-shop. Je vous explique tout techniquement en créant en même temps que vous un e-shop et je vous partage mes conseils pour réaliser vos premières ventes, toutes mes astuces qui ont fonctionné pour ma marque Claire Virose London. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, je vous donne rendez-vous sur www.clairevirose.podia.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Christelle, professeure de yoga. Vous la connaissez sûrement pour son compte Instagram sous le pseudo The Brune In, où elle partage ses looks si chics et sa vie à Londres. Avec Christelle, on a failli se rencontrer plusieurs fois à Londres et avec le Covid, ça ne s'est pas fait. J'aime croire que le destin voulait qu'on se rencontre dans ce podcast. Après des études de droit, Christelle devient notaire. Son métier la passionne. Elle aime être présente aux moments importants de la vie et l'aspect transmission de son métier. Aussi, quand son mari part travailler au Moyen-Orient, elle décide de rester en France avec ses enfants car elle ne peut pas exercer son métier à l'étranger et ne veut pas sacrifier sa carrière. Elle accouche d'ailleurs seule de son deuxième enfant. Mais finalement, après 6 ans à distance avec son mari, elle décide de tout plaquer pour le suivre au Moyen-Orient, puis à Londres, et profiter pleinement de ses enfants. C'est après avoir vu sa fille se transformer par la pratique du yoga qu'elle décide de suivre des cours car elle veut elle aussi ce changement. Elle découvre une véritable passion pour le yoga et décide d'en faire son métier. Alors avec Christelle, on a bien sûr évoqué sa carrière de notaire, la difficulté de concilier carrière et vie familiale, comment se défaire de la pression de la société envers les mamans, sa vie d'expatriée, de citoyenne du monde comme elle le dit, son cheminement, le destin, sa vision de la vie. Un épisode plein de sagesse et d'ondes positives. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christelle. Bonjour Christelle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse de parler à ton micro. Moi aussi, parce que franchement, c'est une reconversion extraordinaire, j'adore cette reconversion. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je suis depuis quelques mois professeure de yoga. Je pratique le yoga vinyasa et en parallèle, je suis une sorte d'influenceuse sur Instagram. Oui, c'est comme ça que moi je t'avais découvert, surtout que tu étais à Londres aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier métier qui me parle également ? Oui, on a pas mal de similitudes dans le parcours. Moi, j'étais notaire après plusieurs années de droit. Je suis finalement devenue notaire. J'ai fait un parcours assez classique à l'université de Aix-Marseille. J'ai fait un DEUG, puis une licence, une maîtrise. Et puis arrivée à ma 4e année, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais être ni avocate, ni juge, ni huissier. Et il a fallu pendant l'été trouver ma voie. Et c'est suite à un stage dans un cabinet de notaire où j'ai pu rejoindre une amie, où finalement la magie a opéré et j'ai décidé que ça serait mon métier. Je serais notaire. Et alors, qu'est-ce qui te plaisait dans le métier de notaire ? Ce que j'aimais beaucoup, c'était la proximité qu'on avait avec les gens et puis le service qu'on leur apportait. Parce que finalement, un notaire, c'est quelqu'un qui intervient dans les moments hyper importants de la vie, que ça soit qu'on s'appelle l'achat d'une maison, donc c'est un moment heureux où on construit son foyer. Ça peut être aussi pour l'adoption d'enfants, lorsque on peut pas en avoir, mais ça peut être aussi le cas d'adopter les enfants de son conjoint. C'est aussi préparer l'avenir quand on veut donner son patrimoine. C'est aussi la création de société quand on a des projets professionnels et des rêves. Et puis, c'est aussi accompagner quand c'est un petit peu moins drôle au moment des décès et essayer de rendre un peu plus léger toute la partie administrative qui accompagne malheureusement ces événements-là. Et on a un peu les confidents, en fait. On est là, et on a besoin d'être à l'écoute. Les gens ont envie de parler, ils ont envie d'échanger. Et puis le notaire, il avait quand même un rôle assez familial jusqu'à pas très longtemps finalement. C'est quelqu'un qui nous suivait tout au long de notre vie et qui suivait toutes nos étapes les unes après les autres. Et donc, quand tu étais notaire, tu exerçais à Aix aussi ? Non, j'ai été sur la Côte d'Azur, j'étais à Nice, donc sur la Cité du Soleil. Donc oui, parce que moi je suis originaire de Et la Côte d'Azur, donc je suis vraiment une fille de la French Riviera. Je suis
Je suis vraiment née au bord de la mer et voilà. Tes parents, ils sont dans le milieu du droit aussi? Comment ça t'est venu tes études de droit? Alors, pas du tout. Il y a absolument personne dans ma famille qui faisait du droit. Je pense que tout a commencé à se dessiner au niveau du lycée, où quand il a fallu décider quel bac j'allais passer, il y avait une seule certitude pour moi, je ne ferais plus de physique, plus de chimie et plus de sciences, oui, de sciences, parce que c'était hyper conflictuel avec mon papa qui m'aidait et j'ai dit je ne veux plus faire ces matières-là. Donc j'avais choisi à l'époque ce qu'on appelait le bac économique et social. Et une fois que j'ai fait ce bac, j'ai eu très envie de rejoindre Sciences Politiques à Aix, justement. Donc, j'ai passé mon été après mon bac à me préparer pour ce concours. Et que j'ai échoué, mais c'est vrai qu'à côté de moi, il y avait des gens qui avaient 2 ans de prépa derrière eux ou parfois une licence de droit. Et j'ai intégré l'université à Aix où j'ai eu des professeurs merveilleux. Et il s'avérait qu'en fait, la première année de sciences politiques à Aix ressemble énormément à la première année de la faculté de droit. Et du coup, à la fin de ma première année, c'est reposé la question, est-ce que je retente le concours ou est-ce que je continue en deuxième année puisque j'avais réussi ma première année. Et en fait, je crois que j'étais tombée amoureuse du droit et que c'était ma voie en fait. Donc, je me suis laissée guider et glisser sur cette voie-là. Mm. C'est super marrant parce que j'ai exactement le même parcours que toi. Moi, je rêvais de faire Sciences Po aussi et j'ai été étudier à la fac de droit de Rennes parce qu'il y a un Sciences Po Rennes et Ah, c'était voilà. les mêmes profs. Donc, je me disais que j'avais un peu les cours de Sciences Po à la fac de droit. Et exactement comme toi, j'ai adoré le droit. Euh, Après, enfin, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais je trouve qu'il y a une grosse différence entre les études de droit et finalement la pratique du droit. Ah, c'est très déconnecté. Je trouve qu'on a finalement, on passe 4 5 ans, enfin, voire quand on est notaire, les études durent 7 ans en tout, hein, plus après les 7 années, il y a encore un mémoire à rendre. Mais c'est vrai que c'est hyper théorique. Donc, on passe énormément de temps Mm. à apprendre la logique, à apprendre les textes de loi, apprendre leur application. Et puis finalement, on apprend notre métier quand on rentre dans une étude de notaire ou dans un cabinet d'avocat. Et finalement, c'est très déconnecté. C'est vrai qu'il y a vraiment une grosse différence entre le milieu universitaire où c'est très théorique et d'un coup la réalité de la profession où finalement on se rend compte que on nous l'a pas appris et que ça ne s'apprend que sur le terrain. Alors après, quand on fait des études de droit et surtout de notaire, les 2 années, c'est-à-dire les 2 années où on devient notaire, les 2 années de spécialisation, on les passe en fait presque en alternance, c'est-à-dire qu'on passe 15 jours dans une étude de notaire où au quotidien on apprend à rédiger des actes et à être confronté à une réalité, et le vendredi, enfin c'était, je pense que ça l'est toujours, et un jour par semaine on va effectivement dans un centre professionnel pour justement obtenir le diplôme de notaire. Et donc, c'est là que le lien se fait finalement entre toute cette théorie et la pratique qu'on rencontre au quotidien et justement les questions qu'on peut avoir. On arrive à faire ce lien voilà, sur cette 5e journée où on a des professeurs qui nous expliquent, qui nous ramènent, qui nous guident un petit peu dans cette aventure. Oui, c'est un peu comme l'école d'avocat finalement. Au bout de 5 ans, on a 2 ans à l'école d'avocat. Et comment c'est l'ambiance chez les notaires? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Peut-être qu'il y a des auditeurs qui veulent devenir notaires. Comment c'est un peu comme milieu? Ben, c'est un milieu qui déjà se féminise énormément. Je pense qu'on est enfin, comme la profession d'avocat, hein, il me semble. Donc, on a quand même de plus en Oui. plus on a de plus en plus de jeunes femmes dans les notaires. Malheureusement, je dirais, elle reste. En fait, on fait cette formation pour être notaire et au départ, quand on commence à travailler, la différence entre notaire et avocat, c'est que lorsqu'on veut devenir notaire, en fait, on passe ce diplôme et on exerce souvent en tant qu'assistant notaire, c'est-à-dire qu'on rédige les actes. Mais effectivement, la seule personne qui est habilitée à faire signer des actes, à recevoir la signature des clients, c'est le notaire. Donc c'est vrai que on ne devient notaire que le jour où on prête serment, et ce jour-là, c'est le jour où on a acheté une charge ou qu'on a été. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus où on devient associé dans une qu'on s'appelle dans une étude ou qu'on devient salarié, puisque c'est ce qui avec
la réforme, on a permis quand même à beaucoup de jeunes de devenir notaires salariés. C'est-à-dire que c'est une sorte d'échelon intermédiaire entre le notaire assistant et le notaire qui est en nom. Donc, ça permet de recevoir les actes en son nom et de recevoir les clients. Oui, c'est une super idée d'en parler parce que j'avais vu qu'il y avait une réforme, mais c'est vrai que moi, j'étais pas du tout au courant. Est-ce que du coup, ça te plaisait? Donc, toi, tu as exercé 10 ans comme notaire. Donc, c'est énorme. Moi, Qu'est-ce qui j'ai te plaisait? adoré. Qu'est-ce qui te plaisait moins? T'adorais? Mais je pense que j'ai vraiment tout aimé. Je me suis jetée à cœur perdu dans mon métier. Je travaillais jour et nuit. Je trouvais ça fascinant de recevoir des clients. Après, j'ai un côté où, enfin, comme disait mon mari à l'époque, quand j'étais enceinte, on aurait pu m'appeler à 4 heures de l'après-midi, enfin à 5 heures du soir ou 7 heures du soir en me disant, écoute, il y a un acte à faire pour demain, parce que ces gens-là veulent déménager, ils ont vraiment besoin. J'aurais été prête à travailler toute la nuit parce qu'en fait, je pense que je peux donner les choses de manière très, très personnelle. Et c'est vrai que moi, j'étais fascinée par mon métier parce que, par exemple, quand on est notaire, on rédige les origines de propriété, c'est-à-dire qu'on se plonge dans l'histoire des biens qu'on vend, par exemple, ou dans l'histoire des familles, comment les biens se sont transmis. Et en fait, il y a toute une histoire qui se construit. Il y a un côté un petit peu magique selon les biens qu'on vend. Quand on vend des jolies maisons, par exemple, sur la Côte d'Azur, elles ont souvent une histoire. Moi, j'étais toujours fascinée de voir des gens, par exemple des Américains, qui avaient acheté des maisons dans les années 1920. Je me disais, mais comment à l'époque quelqu'un se projetait de traverser l'Atlantique, d'organiser le paiement, de venir acheter à des heures de bateau de chez eux, ou alors d'imaginer des propriétés viticoles qui se transmettaient de parents à enfants. Voilà. Et puis on rentre dans la généalogie aussi, on voit le nombre d'enfants, les prénoms qu'ils peuvent avoir. Enfin, il y a tout un monde qui se crée en fait autour de quand on est notaire. On est vraiment au cœur des familles, on est au cœur de leur histoire et on est au cœur de l'histoire des biens aussi. Donc Toi, c'est l'aspect transmission, en fait, qui te plaisait moi j'aime un peu. vraiment le côté, oui, le côté transmission, le côté le trait d'union en fait entre les gens, l'éternel recommencement et puis le fait qu'on soit nous le trait d'union de ça, c'est-à-dire qu'on transmet une maison, un foyer, souvent pour des gens, c'est pas qu'une maison en fait, c'est là où ils ont construit, où ils ont des Ouais. souvenirs, tout ça quand on parle de vente. Et quand on parle de succession, oui c'est pareil, on fait une sorte de trait d'union entre un parent et ses enfants. Quand on fait des donations, c'est la même chose. C'est une envie pour ses parents de donner quelque chose à leurs enfants, de leur donner un meilleur horizon. Donc oui, il y a quelque chose de fascinant et de très prenant. Et c'est vrai que c'est ça qui lentement a fait que j'ai arrêté parce qu'en fait mon mari travaillait à l'étranger et moi j'avais pas voulu le suivre malgré nos enfants parce qu'on en avait eu deux entre temps. Et du coup, il y a un moment donné, ça s'est imposé à moi parce qu'en fait, c'était un rythme effréné entre les enfants, le travail. Donc, je jonglais avec ça le jour, la nuit, le week-end. Et il y a un jour où ça s'est imposé qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. En fait, lui était loin, moi j'étais seule avec les enfants, je passais mon temps à courir, je passais mon temps à m'excuser. Et ça, j'ai Ouais. trouvé ça très lourd, en fait, parce que je me donnais à 1000% dans tout ce que je faisais. Et en fait, j'étais toujours un pas en arrière presque, parce qu'en fait, c'était beaucoup trop pour une seule personne, en fait. Et à un moment donné, la raison a gagné, oui, a pris le pas sur le dessus. Et je me suis dit, bon, je peux plus continuer à courir comme ça, à m'épuiser. Il y a un moment donné, j'ai deux petits enfants. Enfin, mes enfants étaient tout petits à l'époque quand j'ai arrêté. Ils avaient 4 et 6 ans. Donc, on avait quand même déjà passé tout ce qui était crèche, maternelle, mais ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de moi. Ils avaient un papa qui n'était pas là et une maman qui travaillait trop. Parce que tu as fait ça, enfin, vous étiez à distance pendant 6 ans, c'est ça? J'avais cru voir sur Instagram. C'est ça, oui, oui. Enfin, 5 années. Non, non, 5 années. Parce que il était là, enfin, j'ai eu ma fille et il est parti quand il a eu cette opportunité professionnelle quand elle a eu 1 an. Donc, il est parti quand elle avait 1 an. Et puis moi, jeune diplômée, après des études si longues, pour moi, il était hors de question de laisser ma carrière. Donc, on a décidé ensemble, hein, c'était un choix et qui vraiment nous a pas coûté parce que je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que le plus important, c'est pas ce que les autres pensent, c'est comment nous on le ressent. On est tous différents et on peut tout vivre. Enfin, si ça nous convient, il y a pas de vérité sur les modes de fonctionnement en famille et en couple. Moi, mes enfants, ils ont jamais souffert de la séparation.
Ils n'ont jamais souffert de ces années-là, en fait. Hein. Pour nous, ça a été qu'une fête, parce qu'en fait, on fêtait les départs comme on fêtait les retours. On n'a jamais eu de pleurs on n'a jamais dramatisé un départ ou une séparation. Donc, en fait, c'était naturel chez nous. C'était juste comme ça. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut se lancer. Et on a passé 5 années, donc à mi-chemin entre les deux pays, l'un et l'autre. J'ai accouché toute seule de mon fils, par contre, puisque du coup, le pauvre, il était là-bas et il n'a pas pu rentrer. Comme j'avais accouché à terme de mon aîné, il s'était dit que ça serait pareil pour le deuxième, mais bon, on décide pas toujours du jour d'arrivée. Mais même ça, c'était un moment magique malgré tout, en fait. Donc, je pense que si on positive dans la vie, tout est possible. En fait, tout peut bien se passer. Tout dépend comment on décide de le vivre et quel côté du verre on regarde. Pour moi, à l'époque, voilà, je vivais mon rêve, j'étais notaire, c'était ce que je voulais faire. J'avais 2 enfants hyper mignons qui allaient bien. Oui, ils souffraient, ils souffraient, c'est un grand mot, mais leur papa leur manquait. Mais on faisait tellement de choses que le temps passe très très vite en fait. Donc, il faut juste se lancer. Je pense qu'il faut juste, voilà, croire en soi et croire en son couple, en ses enfants, à la faculté d'avancer, d'aller de l'avant. Tu regrettes pas de ne pas l'avoir fait plus tôt avec le recul, de ne pas avoir quitté ton travail plus tôt? Non, honnêtement, je regrette pas parce que je pense que c'était génial. C'est un peu dommage. En fait, ce qui est surtout dommage, c'est d'avoir fait les choses à l'envers pour les enfants. C'est-à-dire finalement de se dire que quand ils étaient tout petits, j'ai pas Ouais. été là. Je suis arrivée tard. Mais finalement, si on y réfléchit, maintenant, on va dire, je suis une vieille maman ou une maman expérimentée, on va dire. Finalement, c'est pas là où ils ont le plus besoin de nous. J'ai envie de dire, Ouais, quand je ils suis sont d'accord tout avec toi. petits, Mm. finalement, on fait de l'intendance. Je veux dire, on est là pour leur donner un. J'ai toujours été là. J'ai mis un point d'honneur à leur donner leur bain tous les soirs, à leur donner leur dîner tous les soirs, à passer du temps avec eux tous les soirs. Moi, je fais partie de ces mamans hyper cool. Pas hyper cool, mais en fait, j'ai décidé que je voulais pas comme j'avais fait un choix, il fallait que on aille tous dans le même sens. Donc le soir, il n'y avait pas de timing, c'est-à-dire que ils se couchaient pas à minuit, mais je veux dire, s'ils étaient au lit à 9 heures, ça n'est pas grave. Voilà, le plus important pour moi, c'était ils aient un temps qualitatif avec moi le soir. Donc je ne les pressais à rien, c'est-à-dire on prenait le bain tranquillement, on dînait ensemble tranquillement, on jouait, on racontait une histoire et on allait se coucher un peu plus tard certainement que d'autres enfants de leur âge, mais moi, j'arrivais du travail tard, donc c'était ça, ou alors je les voyais pas du tout. C'est quoi ton conseil justement pour se libérer de toutes les normes en fait, parce que ce dont tu parles, c'est la pression qu'on a quand on est une maman où justement on se dit, bah tout le monde nous dit il faut être là quand ils sont petits, après bah, c'est pas grave, ils sont plus grands et toi tu te dis bah finalement c'est l'inverse. Comment tu fais? Quel est ton conseil pour pouvoir se libérer de toute la pression un peu sociale qu'on peut avoir et de tous les... Ah, moi, je dirais que le plus grand conseil que je donne à la maison tous les jours, c'est chacun doit se respecter. Il faut un temps pour tout le monde. Il faut un temps pour les enfants, il faut un temps pour les parents, il faut un temps pour soi seul. Et il faut que chacun, dans ce triangle, comprenne qu'on doit laisser ce temps à l'autre. Et moi, depuis toujours avec les enfants, j'ai toujours expliqué, voilà, je sais pas, sur un week-end typiquement, on va faire quelque chose pour l'un, puis quelque chose pour l'autre. Et on accepte qu'effectivement, c'est moins drôle quand on est en train d'attendre ou qu'on fait plaisir au troisième, mais que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que on donne et on reçoit, et surtout de pas oublier que nos enfants, on ne les fait pas pour nous, mais on donne la vie à des enfants pour leur proposer quelque chose. On doit respecter qui ils sont, et puis surtout, on ne doit pas oublier que un jour ils vont avoir leur propre vie et que c'est pas grave d'avoir la nôtre, quoi. On a le droit d'avoir nos envies, nos ambitions. Je pense que pour moi, ça a toujours été il vaut mieux moins mais mieux. Enfin, comme pour mon compte Instagram, voilà, c'est less is more, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que peu importe le temps qu'on a à donner aux choses, si on donne du temps qualitatif, si on donne une bonne attention, si on est présent au moment où on en a vraiment besoin, je pense que ça fait oublier tout le temps où on n'a pas été là, en fait. Je pense qu'il vaut mieux passer 10 minutes à table avec ses enfants et à écouter vraiment ce dont ils ont fait, enfin, quelle a été leur journée, leurs peurs, leurs craintes, plutôt que d'être sur une sorte d'organisation très militaire où je veux dire, on passe de devoir à pain et puis finalement, on s'intéresse pas à l'enfant pour ce qu'il est. Quand tu décides enfin, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a dit là c'est trop, je n'arrive plus, il faut que je rejoigne mon mari? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou ça a été au fil du temps?
Oui, il y a eu quand même, on va dire que j'ai pris la décision en fin mai, mais en janvier, euh, en fait, il faut remettre tout ça dans le contexte. Donc, on parle de ça il y a donc environ un peu moins d'une dizaine d'années. Il n'y avait pas WhatsApp, il y avait pas, on était encore avec l'ordinateur et Messenger où on ouvrait son PC, on passait 10 minutes à se connecter pour faire un visio. Et c'est vrai que le soir, bah oui, il y a eu des soirs plus difficiles que d'autres parce que et je me revois un soir de janvier avec les enfants épuisés, moi qui avais des dossiers à boucler et ce Skype qui ne se connectait pas et finalement où tout le monde pleure et où tout le monde est épuisé et où on se dit effectivement est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement mes ambitions professionnelles justifient qu'on soit tous épuisés? Alors après c'est un jour, un soir, mais c'est vrai que ce jour-là on se pose la question parce que il se reproduit au final. Au bout d'un moment, on est lancé quand même dans un effet boule de neige et bon, c'est souvent l'hiver que ça se passe. On retrouve souvent de l'énergie au printemps et après ça va mieux. Mais c'est vrai que l'hiver étant souvent long, c'est le moment où on est un peu plus down au niveau moral et où on se dit, c'est là où on remet le schéma en question. Et puis, comme je te disais, ils étaient un peu plus grands et je pense que c'est là où j'ai compris. Enfin, je pense que c'est le moment où ils avaient le plus besoin de moi. En fait, bon, je dis à titre, j'ai un peu la même histoire, c'est qu'on a fait 6 mois à distance avec mon amoureux qui était parti à Londres. Et moi, je venais juste d'être avocate. Et donc, au début, je me suis dit non, il faut que je continue à être avocate. Et en fait, avec le recul, bah, moi, je regrette de ne pas être partie plus tôt parce que je n'aimais pas du tout mon métier. Et en fait, il y avait une sorte de pression sociale de un peu girl boss, mais dans le sens, t'as fait des longues études, t'es une, enfin ma mère m'a élevée très féministe, donc il fallait que je fasse des études, que j'ai ma carrière et jamais de la vie que je suive mon copain en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé justement que c'était très dur cette pression. Il y avait vraiment beaucoup de jugement de ah en fait t'es partie, tu suis un peu, tu te laisses tomber. Comment toi tu l'as vécu justement ça après avoir été 10 ans avec une carrière voilà, tu as tout donné pour ta carrière. Comment tu l'as vécu bah, cette pression de te dire ah bah en fait maintenant je deviens maman au foyer et je suis mon mari. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Je pense que ça a été un long chemin pendant ces mois-là, en fait. Je pense qu'en janvier, quand j'ai commencé à y penser, ou quand mon mari m'a dit, écoute, mais enfin, rien ne t'oblige, enfin, rien ne te, oui, tu es pas obligé de vivre ce que tu vis, tu es pas obligé de t'infliger ce que tu vis. Mais c'était mon choix, en fait, qu'il a toujours respecté, et pour ça, j'en suis éternellement reconnaissante, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient peut-être pas compris Ouais. ce choix. Mais donc ça s'est fait lentement. Mais je crois que pour moi, le plus important, c'était pas la pression sociale, c'était pas les autres. Je pense que c'était moi qui arrivait pas à lâcher. C'était moi qui avait un vrai problème avec le fait d'être moins indépendante, j'entends financièrement, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, soyons clairs. C'était le côté de perdre mon indépendance financière et de, effectivement, comme tu dis, de ne plus être finalement moi, Christelle, mais de devenir la maman d'eux ou la femme d'eux. Donc j'ai eu plusieurs mois pour me faire à cette idée-là et puis j'ai surtout pris ce challenge pour moi et les enfants de partir à l'étranger, de se dire qu'ils allaient parler d'autres langues, qu'ils allaient rencontrer d'autres cultures. Et en fait ça c'est quelque chose je pense qui m'a aidé à prendre cette décision, c'est que j'ai toujours rêvé, je pense depuis petite, d'habiter à l'étranger. En fait, de vivre une expérience ailleurs que chez moi, dans un autre pays. Donc, du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis de sauter le pas, c'était de se dire, voilà, je vais le vivre pour moi et je vais offrir cette chance à mes enfants que j'aurais aimé. Moi, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis avec ma maman quelques mois. Quand j'avais 12 ans, on a passé 3 mois aux États-Unis, en pleine année scolaire. En fait, elle nous a emmenés avec elle pour une sorte de mutation courte durée. Et en fait, j'avais trouvé ça génial. Ça a changé vraiment beaucoup de choses. Ça a permis à ma sœur et moi de parler anglais couramment. Ça nous a ouvert à un autre pays, une autre culture. Donc, j'avais vraiment envie de leur apporter ça à mes enfants. Je trouvais que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidé à sauter le pas, mais pas tant les autres. Je pense que les autres, au contraire, à la différence de toi, comme j'étais une maman, Ouais. je pense que la pression, elle était dans l'autre sens, en fait. On comprenait pas mon choix de m'obstiner finalement à vouloir poursuivre une carrière en essayant en essayant de jongler avec les enfants alors que mon mari était loin. Je pense que Ouais. c'est pour ça que je vais dire que c'était vraiment une pression plutôt personnelle pour moi. Et c'est un choix que j'ai jamais regretté. Et j'ai pas regretté que ça se fasse avant parce que je me dis,
voilà, on a passé là 7 ans, hein, et c'est certainement, je pense que c'est certainement pas la fin de l'aventure, hein. Là, c'est on va dire une pause Covid, mais je pense que l'aventure, elle est pas finie et ces 7 ans est formidable pour mes enfants. Enfin, le fait d'habiter au Moyen-Orient, d'habiter à Chypre, d'habiter en Angleterre, ils parlent tous les deux couramment anglais. Je pense même que pour mon fils, c'est sa langue maternelle presque, on va dire. Je pense qu'il traduit l'anglais en français. Donc, ça donne des phrases très très drôles. On a Jane Birkin et Jean-Claude Van Damme à la maison. Mais, mais pour eux, c'est formidable, hein, d'avoir vécu au Moyen-Orient. Avec le Moyen-Orient, c'est aussi c'est 7 millions de gens, c'est 6 millions d'étrangers et des étrangers qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que ça soit des gens du Golfe, que ça soit des gens d'Asie, que ça soit des Européens, des Américains. Donc finalement, on côtoie. Enfin, quand ma fille est arrivée en classe à Dubaï, elle était dans une classe de 25 élèves et de 17 nationalités. Mm. Donc, c'était incroyable. Et elle était dans une école anglaise où aucun de ses 25 enfants ne parlait anglais. Donc, on a mis Ouais. tous ces enfants dans la classe l'équivalent d'un CP. Et donc, voilà, il n'y en avait pas un qui parlait anglais. Et ils ont eu un maître formidable qui s'appelait Monsieur, c'était très drôle, il s'appelait Mr. London. Donc, ça s'invente pas, hein. Et donc, je m'imaginais ce pauvre maître d'école qui a dû s'exprimer devant 25 petites têtes blondinettes qui ne parlaient pas un mot d'anglais et qui étaient issues de voilà 17 nationalités. Et puis elle s'est retrouvée du coup à apprendre ce que c'était qu'une religion parce qu'on voilà elle savait un petit peu la nôtre mais on n'est pas très très pratiquant. Et donc là elle a commencé à découvrir ce que c'était que l'islam et puis elle a aussi découvert ce que c'était qu'être hindou, l'hindouisme, elle a commencé à fêter toutes les fêtes parce que là-bas au Moyen-Orient on fête énormément de choses. Finalement on fête les fêtes musulmanes, mais on fête aussi finalement un peu Noël et Pâques et en même temps on fête aussi toutes les fêtes d'Inde. Donc c'était magique. On avait des International Day où chacun venait avec sa tenue traditionnelle. Donc en fait c'est un monde qui s'est ouvert à eux, mais à moi aussi en fait parce que je pense que chez nous en France malheureusement on n'a pas enfin, on est pourtant très ouvert vers l'extérieur, mais on n'est pas au quotidien confronté à tant de mixité. Justement, ça me fait penser par rapport à ce que tu dis, c'est que je sais que je pense que toi, ça doit être similaire. Quand j'ai quitté mon travail, j'avais un peu peur de perdre toute la stimulation intellectuelle que tu peux avoir au travail. Et finalement, je trouve que quand tu déménages à l'étranger, bah, tu retrouves ça parce que, même sans travailler finalement, parce que tout est nouveau et tout est hyper stimulant. Il y a une nouvelle langue, tu fais tes courses, c'est totalement différent. Et donc, ça me fait penser un peu à ce que tu dis, que finalement, du coup, tu es très stimulé, même sans travailler, parce que tu as un nouvel environnement à découvrir. Exact. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et puis surtout, ça demande finalement être expat. C'est presque un vrai travail, j'ai envie de dire, sur les premières semaines et les premiers mois, parce qu'on doit tout reconstruire en fait. On doit retrouver des nouveaux repères. On rencontre des nouvelles personnes. C'est pour ça que moi je dis souvent quand on me demandait si le confinement était compliqué. Bah non, ça n'est pas compliqué parce que pour notre famille, comme on a déménagé donc 6 fois en 7 ans. Alors on a fait 2 ans à Dubaï, on a fait Abu Dhabi, le Koweït, Chypre et Londres. Mes enfants ils étaient habitués en fait aux premières semaines quand on arrive dans un pays où on connaît encore personne en fait où le week-end on n'a pas encore des amis qui vous invitent et où du coup donc en fait pour nous ces semaines-là c'était les premières semaines du confinement, bah, ça représentait c'était comme nos premières semaines dans un nouveau pays sans les sorties en fait. Ouais, je pense que c'est aussi, en fait, finalement, de déménager bah, à l'étranger ou bah, en particulier à l'étranger, c'est savoir s'adapter en fait à un nouvel environnement. Et finalement, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un nouvel environnement. Et je pense que le fait d'avoir, bah, moi, changé de carrière, changé de pays, ça m'a permis je suis forcée de m'adapter parce que tout est nouveau et de trouver des repères rapidement. Et donc, finalement, le confinement, je trouve que c'est la même chose en fait. C'est un nouvel environnement, c'est des nouveaux repères puisque c'est une nouvelle vie. Je pense que c'est ça. Ah, c'est exactement ça. Je pense que pour certaines personnes, le confinement, ça a été la première fois de leur vie où ils ont été confrontés au changement. Là où toi, ou par exemple moi et mes enfants, on a été confrontés de nombreuses fois à cette idée de chambouler tous nos repères. On va parler un Ouais, petit peu de yoga parce qu'on parle beaucoup d'expatriation. bien Mais sûr. donc toi, tu t'es reconvertie pour être prof de yoga. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta découverte du yoga qui est plutôt récente?
Alors moi, j'ai toujours été quand même quelqu'un de sportif. J'ai toujours pratiqué le sport et souvent en dents de scie, c'est-à-dire que de manière très très intensive. Et puis après, avec l'arrivée des enfin quand je faisais beaucoup de sport avant l'université, puis mes premières années d'université, j'ai un peu levé le pied, puis après j'ai repris à fond. Donc ça a toujours été un rapport avec le sport assez en dents de scie, avec toujours un pic et puis après une sorte de petite période d'inactivité. Euh, et donc, quand je suis arrivée au Moyen-Orient, bah, du coup, pour moi, c'était évident que comme j'allais avoir un peu de temps, j'allais me remettre au sport. Donc, j'ai commencé à retourner au sport de manière très assidue. Je faisais beaucoup de pilates et j'ai essayé pour la première fois le yoga quand j'étais à Dubaï. Et puis finalement, ça n'a pas du tout accroché avec ma personnalité. Alors, il faut dire que le yoga, il y a plein de types de yoga différents. Et je pense que au-delà même de tous les yogas différents, il faut trouver la bonne personne. Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est aussi très personnel. C'est comme la maternité, en fait. Et il faut vraiment trouver la personne avec qui on adhère, avec le type de yoga qui nous convient à nous, fonction de notre corps et de nos envies. Donc ça, cette fois-là, ça a été un peu un fail. Donc j'ai essayé, puis ça n'a pas accroché. Puis après, je suis partie à Chypre et pareil, j'ai fait un petit essai et pas la bonne personne. Et puis quand on est arrivé à Londres, il y avait un studio à quelques pas de la maison. Je cherchais des activités pour les enfants parce que quand on déménage, voilà, il faut aussi à chaque fois recréer ce cercle-là d'activités, de sport pour nous, de retrouver des adresses. Et je finis par inscrire ma fille à des cours de yoga pour adolescentes parce qu'elle ne pouvait plus faire de danse, c'était trop compliqué. Et la voilà partie pour faire du yoga 2 fois par semaine. Et en quelques mois, elle s'est absolument transformée. Elle est devenue très très souple. C'est une petite fille qui est très solaire, mais elle était malade, enfin, dans son corps, elle était pas si confortable. Et là, d'un coup, hein, on aurait vraiment dit voilà, une chrysalide qui se transformait en papillon. Elle trouvait de la souplesse. Je trouvais qu'elle se sentait hyper bien. Elle gérait beaucoup mieux le stress, les situations un petit peu qui pouvaient lui faire peur. Et moi, j'étais allée de manière, j'avais fait, je pense, j'avais pris un ticket pour faire 3 cours d'essai que j'avais fait, mais j'avais aimé, mais voilà, par manque de temps, parce qu'au début, quand on arrive dans un nouveau pays, on a quand même, on est assez prise. J'ai dit bon, ben, je vais y aller. Mais en décembre, quand je l'ai vraiment vu, enfin, quand j'ai vraiment réalisé le changement qui s'était produit, j'ai dit mais moi aussi, je veux ce changement-là, je veux pouvoir souffler tout ça. Et en janvier, j'ai commencé à donc y aller de manière très assidue à raison de 2 ou 3 séances par semaine. J'ai continué comme ça pendant plusieurs mois et arrivé à l'été, j'ai discuté avec plusieurs personnes via Instagram parce que c'est vrai que sur Instagram, on voit des femmes faire des positions un peu sympas sur la tête. Enfin, c'est des challenges. Hein. Je trouve qu'il faut pas prendre ça du tout pour une agression. Je pense qu'au contraire, c'est des choses qui doivent nous stimuler. On n'est pas obligé d'avoir envie de le faire, mais si on a envie, c'est vrai que c'est stimulant de voir que les autres y arrivent. Donc j'ai un peu posé des questions par curiosité parce que je me disais, mais je voyais pas comment je serais capable de faire ce genre de choses. Et en discutant avec Anne-Sophie, qui s'appelle Asnadja sur Instagram, elle me dit, la clé, c'est vraiment de pratiquer plus. Vraiment, elle a dit, j'ai senti une différence quand j'ai commencé à y aller 4 fois par semaine. 4, 5 fois par semaine. Donc je me suis dit, arrivée à la rentrée de septembre, j'ai dit allez, je vais commencer à y aller au moins 4 fois par semaine et tout. Et c'est vrai qu'en pratiquant 4 fois par semaine, j'ai commencé à sentir le déclic. Et puis dans le studio où j'étais au mois de novembre, ils proposent ce qu'on appelle un 21 Day Challenge, c'est-à-dire qu'on propose aux gens un forfait qui nous permet de venir tous les jours pratiquer. Et très à l'anglaise, on a un tableau où on a notre nom et on met une étoile tous les jours après être venu. Ça, c'est très anglais, la récompense mais j'aime beaucoup parce que c'est stimulant aussi. C'est un petit côté réussite personnelle. C'est vraiment aussi mettre en avant le fait voilà, d'être fier de soi, d'être fier de sa réussite. Et donc, je m'inscris à ce challenge. Pour être vraiment honnête, quand je m'inscris, je me dis c'est intéressant parce que c'est pas très cher. Donc, je me dis, bah, comme je viens beaucoup, c'est sympa. Ça me permettra de venir un petit peu plus. Mais dans mon idée, c'est vraiment pas de réaliser le challenge. Je me dis juste, je vais faire de mon mieux et puis on verra. Je me mettais pas de pression. Et puis finalement, le premier jour, je rencontre une des cofondatrices du studio et qui me dit, mais tu vas le faire alors. Bah, je vais essayer. Et elle me dit, non, tu vas le faire. Et en fait, je pense que là, elle a piqué mon côté un petit peu, pas Ouais. première de la classe, mais
peut dire ce côté un peu, voilà, j'ai fait des études longues, on s'accroche quand même quand on fait des études aussi longues et quand on va un peu jusqu'au bout des choses, le côté dépassement de soi, parce que c'est vrai. Et j'ai dit, bon, allez, et je me suis lancé le défi à moi-même au final. Et j'ai joué la carte j'y vais tous les jours. Et en fait, de ce jour-là, je pratique tous les jours. Ça ne s'est pas arrêté. C'était il y a 2 ans et du coup, pendant, oui, oui, presque 2 ans et demi. Et j'ai pratique tous les jours depuis ce jour-là, en fait. Parce que depuis ce jour-là, ça me fait du bien. Sinon, c'est un manque, en fait. Donc, je me suis lancée à corps perdu dans cette aventure-là. Voilà, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Les gens m'ont beaucoup vu pratiquer parce que j'y allais souvent. J'avais la chance d'avoir ce studio, donc vraiment pas très loin de la maison. Et du coup, pour essayer de faire rentrer ça dans ma journée, j'y allais souvent à 6h30 le matin, au réveil, avant de réveiller les enfants, ce qui me permettait justement de quelque part avoir un temps vraiment pour moi et de pouvoir être complètement disponible pour eux et pour ma famille le reste du temps. Parce que quand on est maman à Londres, c'est un travail à temps plein, on va dire, avec les horaires de l'école, c'est pas évident. T'as senti le changement, t'as eu le même changement que t'avais vu sur ta fille? Ah oui, je pense que j'avais déjà énormément travaillé sur moi depuis des années sur le fait de laisser passer les choses, de, de pas se prendre la tête avec les petits détails, d'essayer finalement de se rendre compte que la vie c'est toute une question de point de vue. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive au quotidien, tout ce qu'on fait, toutes les interactions qu'on a avec les autres, finalement elles sont toujours sur un prisme d'un point de vue. C'est-à-dire que tout dépend de la manière où on accueille la chose, avec ses a priori ou pas. La réponse va en découler. Le yoga, ça permet un peu de casser tout ça et d'essayer d'avoir une vision, mais complètement neutre en fait d'une situation, de pas juger l'autre avant finalement de s'imaginer que voilà, on sait pas ce que vit l'autre et donc en fait toutes les situations du quotidien, on les prend plus comme des agressions. Même le stress, on le prend plus comme finalement le stress, c'est souvent les autres qui nous le mettent, qui nous le transmettent. C'est parfois nous, mais je veux dire, si on décortique les choses, on se rend compte que finalement c'est souvent notre comportement, c'est une conséquence ou une réponse à une agression ou voilà, au comportement des autres. Et si on finalement décide voilà, avec le yoga, ça m'a permis en fait, voilà, de mettre à plat tout ça et de se dire que les autres n'étaient pas là pour, je devais pas absorber ni leurs peurs, ni leurs attentes, ni leurs fantasmes, voilà, qu'on doit juste accueillir les choses en essayant d'éviter de supposer des raisons qui font qu'on réagit comme ça ou qu'on nous a répondu comme ça. Alors après, j'aime pas généraliser, voilà, sur le fait que quand quelqu'un vous parle, il vous envoie ses craintes. Mais c'est vrai que parfois, enfin, moi, je le dis tout le temps, je déteste l'extrémisme et le totalitarisme. C'est-à-dire que je pense que rien n'est blanc ou noir. Je pense qu'il faut naviguer au milieu et essayer voilà, je suis pas devenue une yogi intégriste qui mange vegan. Voilà, j'aime toujours mon verre de vin. Mais je pense que voilà, on peut essayer d'ouvrir son esprit et aussi se rendre compte que oui, bah, parfois on réagit un petit peu trop vite. On réagit aussi avec son passé, on réagit aussi avec ses craintes, ses peurs. Mais si on essaye de les mettre de côté, et le yoga, c'est vraiment, j'ai du mal à le traduire en français, mais c'est vraiment le let it go. C'est-à-dire le fait de se dire, voilà, on laisse passer les choses au lieu de vraiment les assimiler et devoir gérer ça, on le laisse passer et on voit ce qu'on va en faire. Et c'est vrai que c'est 1 heure pour se ressourcer. Puis c'est souvent, je trouve, en tant que femme, c'est vraiment avoir un moment à soi. C'est pas toujours 1 heure, hein. Le yoga, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être juste de la méditation. Mais c'est juste trouver un petit moment pour se concentrer juste sur soi et essayer de se couper de tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que j'ai rencontré dans ce studio des femmes et des hommes exceptionnels, enfin voilà, qui ont toute leur personnalité, ont apporté des choses complètement différentes, mais voilà, elles m'ont vraiment inspirée en fait. Je suis loin d'être là, mais je me dis voilà, mon but c'est un jour d'arriver à apporter autant de bonheur et de sérénité qu'ils ont pu m'en apporter. J'espère qu'un jour voilà, je serai cette petite locomotive et qui traîne avec moi voilà, de la sérénité et un peu de bonheur quoi. Un moment Mais où je finalement pense que t'es, t'es déjà en train de le faire dans cet épisode. c'est gentil. Comment tu as décidé de te professionnaliser, de te dire bah, c'est ma passion et je vais en faire mon métier? Alors ça s'est passé
Ben, je pense que c'est comme quand je suis devenue notaire. En fait, quand je suis devenue notaire, comme je disais au début de l'interview, on m'a demandé, je suis arrivée à la fin de ma 4e année de droit et je voulais finalement rien faire de juridique, enfin pas rien de juridique, mais je voulais pas être huissier, juge, avocat. Et je me rappelle, mon mari à l'époque enfin mon futur mari m'avait dit, bah alors qu'est-ce que tu fais là? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as passé 4 années en faculté de droit? Et vraiment, je savais pas. Et c'est lui qui, à l'époque, m'avait soufflé et m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas notaire? Et c'est comme ça que j'avais contacté mon ami et que j'avais fait un stage et que je suis tombée amoureuse. Et pour le yoga, ça a été un petit peu la même chose, c'est que je croisais pas mal d'amis, de mamans d'école au studio, puisque comme j'y passais ma vie, je croisais toujours quelqu'un que je connaissais. Et souvent, la question revenait, me disait, mais pourquoi tu deviens pas prof? Donc j'en ai deux, trois qui m'ont posé la question. Il y avait une copine qui m'avait dit, mais pourquoi tu pars pas en Inde passer 3 semaines pour devenir prof de yoga? Et puis c'est une idée qui a commencé à faire son chemin dans ma tête. Et ça, c'était à la fin de l'année dernière. Enfin, on va dire fin d'année scolaire, on va dire juin 2019. Et puis le studio proposait une formation de prof, justement. Et j'en parle justement avec la cofondatrice que je connais et qui me dit, mais tu devrais y aller, et tout ça. Mais comme tous ces gens-là étaient des amis, je trouve que voilà, on veut toujours du bien pour ses amis. Donc en fait, on se pose toujours la question de la légitimité. Et puis, donc elle m'a dit, mais on fait un cours, une sorte de classe d'essai où va vous montrer ce qu'on va vous apprendre et où vous allez pouvoir poser des questions. Et donc j'ai assisté à cette classe au mois de juin. Où j'ai pu voir la séquence, tout ça, et j'ai discuté avec l'une des deux formatrices. Et en fait, je suis sortie de cette sorte de classe de test un petit peu décontenancée parce qu'en fait, le yoga, ça n'a rien à voir avec les autres formations, on va dire. Il n'y a pas vraiment comment, pas de réussite. En fait, il n'y a pas un tableau compétitif. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée finalement à cette classe d'essai en me disant, est-ce que je suis assez forte? Est-ce que j'ai le niveau? Parce que quelque part, je pense que ça, c'est un mix de ma culture française, où on est très compétitif malgré tout, et du milieu dont je venais, c'est-à-dire d'être notaire, d'avoir fait des études poussées, où finalement il y a un concours, enfin il y a des examens, finalement on choisit pas, on est presque choisi par rapport à ses compétences. Donc en fait, je crois que j'attendais la validation de mon prof un petit peu, comme si elle allait me donner une étoile et en me disant oui, mais c'est bon, tu peux y aller. Et en fait, je suis sortie de là, elle me l'a pas dit. Et du coup, j'étais un peu sur une crise de légitimité pendant tout l'été en me disant, j'avais très envie, mais quelque part, je savais pas si j'étais assez forte ou si j'avais le niveau ou si, je pense que j'attendais que quelqu'un me dise, non non mais tu te rends compte ce que tu fais, c'est super bien, il faut que tu y ailles. Et en fait, je pense que j'ai attendu. Je pense que j'attendais aussi que mon mari me le dise. Enfin, je pense que j'attendais effectivement que quelqu'un presque le décide pour moi en fait. Voilà, me donne la coupe et me dise voilà maintenant c'est à toi d'y aller. C'est idiot hein, on va dire. En fait, je me poussais énormément. Et je pense que c'est bien que ça soit passé comme ça. La formation commençait en janvier et au mois de décembre, bien un jour, rebelote, je croise une femme à Londres, une maman de 4 garçons, hyper sympa, hyper dynamique. Et je sais pas, elle a eu les bons mots. Elle a eu les mots qui m'ont fait dire. C'est-à-dire elle m'a pas dit que que je devais le faire mais je sais pas. Quand on a discuté de ça, c'est elle qui m'a fait finalement prendre conscience que je devais pas attendre des autres de me dire de le faire. Elle m'a fait comprendre aussi qu'il n'y avait pas de bons ou de mauvais moments et qu'il n'y avait pas aussi voilà, il faut juste enfin voilà, c'est pas le destin, mais je veux dire voilà, s'écouter un petit peu et si on en a envie et si on pense que c'est le bon moment, ben il faut se lancer et de pas avoir peur de l'échec en fait et de pas se mettre trop de pression et juste de se donner les moyens, mais sans se mettre de pression. Et du coup, j'ai écrit au studio et je me suis enregistrée pour la séance en janvier. Et du coup, en janvier, l'aventure a commencé. Parce qu'après, on trouve toujours des excuses. Parce que nous, on est tous du mois de janvier. Donc, quand j'ai commencé à regarder le tableau, fatalité, les 2 premiers week-ends, ça tombait le week-end de l'anniversaire de ma fille, le week-end anniversaire de mon mari. Puis après, il y avait autre chose. Donc, finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu, voilà, encore une fois, si on veut un message négatif, on trouve toujours une excuse à tout. En fait, on trouve toujours quelque chose qui est plus. Et puis là, je me suis dit, bah non, c'est le moment. Avec le métier de mon mari, on a beaucoup déménagé, donc on savait aussi qu'on savait pas si on serait là une année de plus à Londres ou pas. Et donc, je me suis dit, on y va. J'ai dit, allez, on est là. Et la formation, elle est fatalité de janvier à juin.
enfin même pas, de janvier à fin avril, j'ai dit, let's go. C'est maintenant, je suis là, je suis disponible, j'avais pensé à reprendre à travailler, il y avait des opportunités qui s'étaient présentées à moi, et puis le destin a fait qu'elles se sont pas concrétisées. Je me suis dit que voilà, c'était le moment ou jamais de le faire. Et je regrette vraiment pas parce que dès que j'ai mis un pied dans cette salle pour être prof, j'ai trouvé que c'était extraordinaire en fait de pouvoir passer plus de 200 heures à faire ce que j'aime, à finalement apprendre beaucoup plus parce que 1 heure de yoga ça passe très très vite. Au final, il y a quand même un côté, on vous parle de plein de choses, de plein de notions, mais on les connaît pas bien. C'est un milieu qui est quand même qui semble un peu obscur. Donc c'est vrai que là d'un coup, on sautait dans l'histoire, on sautait dans ce qui a fait le yoga, qu'est-ce que c'est que le yoga moderne, comment c'est arrivé en Occident. Il y a une dimension aussi finalement presque géopolitique là-dedans au départ. Donc en fait pour moi ça m'a tout de suite fascinée. Et après il y a toute la dimension plus philosophique, euh, plus spirituelle. Donc c'était très complet comme formation parce qu'il y avait cette partie qui était géopolitique, historique, comment ça s'est développé. Il y avait cette partie où vraiment on a fait beaucoup d'anatomie, on a parlé beaucoup du corps, moi ça me fascine. Et après il y a toute la partie spirituelle où on adhère ou on n'adhère pas, mais moi je crois aux énergies quand même. Je pense qu'on s'attire, je pense que le bon attire le bon. Je pense que voilà on rencontre. Enfin il y a quand même toujours une histoire de destin. Il y a des rencontres qui se font. C'est voilà. Donc tout ça, c'était une sorte de boucle qui me convenait vraiment bien, quoi, qui alliait tout ce que j'aime dans une seule discipline. La formation, elle dure combien de temps? Donc, la formation initiale, elle est de 200 heures. Donc, on fait 200 heures D'accord. pour apprendre les bases. C'est-à-dire, les bases, c'est un petit peu d'histoire sur comment le yoga est apparu et comment il s'est développé. C'est beaucoup d'anatomie. On va dire qu'on passe pratiquement un cinquième, un quart de la formation à étudier justement le corps, les articulations, pour justement bien pouvoir prévenir les blessures, parce que le but quand même Ouais. quand on enseigne, c'est que les gens le fassent en toute sécurité et ne se fassent pas mal. On a toute une partie qui est de nous apprendre à apprendre une séance aux autres, à les guider, parce qu'en fait, on n'apprend pas le yoga, en fait, on guide les gens. On leur donne des clés pour pouvoir faire des postures, mais chacun doit les faire fonction de son ressenti, fonction de son corps, parce qu'on a tous des corps complètement différents. Et on a des gens qui ont des bras très longs, des gens qui ont des bras très courts, il y en a des qui ont des bustes plus longs. Donc, il y a des gens qui sont plus flexibles. Donc, finalement, il n'y a pas que la flexibilité ou l'effort, il y a aussi tout simplement une question de proportion qui fait qu'on est plus ou moins avantagé dans certaines postures au yoga donc c'est vrai quand on voit ces photos magnifiques sur Instagram, on a toujours l'impression que c'est pas toujours le fruit d'heures et d'heures de travail parce qu'en fait pour certains il y a des choses qui sont hyper faciles parce qu'en fait ils sont très flexibles ou hypomobiles. Donc ça c'était le côté assez fascinant. Et une fois qu'on a fait ces 200 heures, donc on obtient une sorte de certification. On est enregistré, ça dépend des écoles parce qu'en fait c'est pas encore hyper réglementé le yoga. C'est-à-dire que euh, on est formé par un professeur de yoga qui a une certaine formation, un certain nombre d'heures derrière lui. Moi, celle que j'ai fait, elle est enregistrée au niveau d'un fichier international des professeurs de yoga. Donc c'est une sorte de formation certifiée. Donc ça, c'est la première étape de 200 heures. Et la deuxième étape que je commence à présent, c'est de compléter cette formation pour emmener ça à 500 heures, où effectivement, là, on a le choix de suivre différentes formations. Et c'est là où on va, entre guillemets, se spécialiser. C'est-à-dire qu'on a les 200 heures qui sont un tronc commun, un petit peu général. Et après, on a ces 300 heures qui viennent s'additionner, où on va effectivement aller rechercher un peu plus ce qui nous intéresse. Avec ta formation, par exemple, tu peux très bien donner des cours dans le monde entier, vu que tu t'es amené peut-être à déménager. Comment ça se passe? Oui? Oui, on peut. Alors moi, j'ai eu la chance de faire la formation en anglais, donc du coup, ce qui me permet de pouvoir effectivement enseigner en anglais un petit peu partout, puisque c'est quand même une langue qui est assez parlée. Il faut savoir aussi que dans le yoga, on continue à utiliser des mots en sanskrit, qui est donc la langue, c'est l'indien, c'est l'écriture. Donc en fait, ce qui permet que même si vous avez des élèves qui parlent pas anglais, le fait de leur donner ces noms leur permet de se rappeler de quelle pose on parle et de pouvoir la faire si c'est des yogis, on va dire assez avancés. Donc avec les 200 heures, on peut très bien commencer à enseigner. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment enseigner. En fait, être professeur de yoga, c'est pas professeur, c'est finalement pas le bon mot. J'ai envie de dire, on est plutôt des sortes de guides. En fait, on est des gens qui vous accompagnent sur un chemin, qui vous expliquent comment passer d'une posture à l'autre.
Mais il y a pas un cahier des charges de la pose de yoga, on va dire. Voilà, elle a une forme en général. Nous, on va vous expliquer ce qu'on attend, ce qu'on recherche, la sensation. Mais il n'y a pas de juste ou faux, en fait. Je pense que c'est ce qui a énormément changé dans le yoga occidental, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une règle très. Voilà, on a compris qu'on avait des corps différents, qu'on avait des anatomies différentes, qu'on avait des bras plus longs, plus courts, et qu'effectivement, on ne pouvait pas attendre de tout le monde la même chose. C'est-à-dire qu'une posture, elle ne peut pas ressembler à la même chose sur tout le monde. Le but, c'est de pas de briser un corps. Donc nous, on est vraiment là pour guider sur le chemin pour réaliser ces poses. Et quand on fait le yoga celui que je pratique, qui est le vinyasa, c'est une sorte de flow, donc c'est un mouvement perpétuel pendant une heure généralement, où on passe d'une posture à une autre. Et le fait est, c'est qu'on se challenge en même temps le corps, puisqu'on est dans des positions, voilà, où parfois on est en équilibre, ou parfois c'est dur parce que c'est douloureux. Quand on est en équilibre sur une jambe pendant un moment, bah, ça commence à chauffer. C'est de méditer en même temps. Et en fait, on accède à la méditation parce que justement, on est tellement concentré sur ces sensations, sur ce qu'on essaye de faire, qu'on arrive à se couper du monde extérieur. Et plus on pratique, et plus rapidement on va glisser dans cet état méditatif. On va dire que moi, presque aujourd'hui, dès que je déroule mon tapis, j'ai déjà les yeux fermés et je pense que je suis plus du tout à la maison. Quand j'étais justement en train de faire ma formation, c'était mon problème parce que dès que je prenais un cours, j'étais incapable de me rappeler ce que le professeur avait dit parce qu'en fait, une fois que j'avais glissé dedans, j'étais guidée et alors que j'avais envie de retenir des petites phrases ou de m'inspirer pour pouvoir être moi-même plus efficace, en fait, je n'y arrivais pas parce que voilà, dès que je pratique déjà tellement qu'en fait, dès que j'arrive sur le tapis, je suis ailleurs. En fait, j'ai coupé. Et c'est ce que j'espère enfin, que les gens qui pratiqueront avec moi ou ceux qui pratiquent le yoga arrivent à retrouver cette sensation-là, en fait. On est des guides vers cette sorte de coupure, de moment à soi où on se recentre voilà, sur soi, sur ses sensations. Je trouve que dans le monde occidental, dans nos vies à nous, on oublie de respirer souvent. On a toujours le souffle coupé. On est toujours, je pense c'est rare qu'on se rende compte qu'on prenne une grande bouffée d'air ou d'oxygène. C'est très très rare et je pense que le yoga, rien que aussi en sortant d'un cours de yoga, vous avez pris une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Je pense que déjà rien que ça, c'est que enfin, vous avez gagné. Enfin, c'est déjà un grand pas. Quels ont été les challenges plus, bah, j'allais dire physiques, mais finalement non. Quels ont été les challenges et les difficultés que tu as pu rencontrer avec cette formation? Alors, physique, finalement, j'ai été rapidement rassurée parce qu'effectivement, comme je pratiquais déjà tous les jours, je pense que je pense que je m'étais déjà énormément je m'étais mis beaucoup de pression toute seule, donc physiquement j'étais en forme, ça allait. Et après, je pense que ça dépend des groupes. Dans le groupe où j'étais, effectivement, il y avait des jeunes femmes de tout horizon différent. C'est-à-dire qu'il y avait une gynécologue, il y avait des banquières, il y avait une fille qui était chef d'entreprise en Italie. Donc il y avait vraiment plein de profils complètement différents, des mamans qui voulaient juste un petit peu se prendre du temps pour elles, une ancienne une jeune fille qui finissait sa thèse en médecine et du coup ça c'était sa petite récompense de fin de thèse de s'octroyer 200 heures pour devenir prof de yoga. Donc en fait il y avait vraiment donc du coup le niveau était plus ou moins enfin au niveau physique j'ai été rapidement rassurée. Après je pense que pour moi ça a été un petit peu la langue parce que comme je l'ai suivi en anglais mais j'ai trouvé ça hyper stimulant encore une fois. C'est-à-dire que ça m'a permis de voilà de me stimuler au niveau de la compréhension. Moi j'ai pas de souci en anglais. Par contre parler ça a été plus difficile. Non pas parce... Et en fait, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, ce qui était difficile pour moi, c'était pas de parler en anglais, mais c'était de, entre guillemets, trouver ma voix de professeur, en fait, de trouver, en fait, les bons arguments. Et en fait, c'était pas une question de langue. Mais encore une fois, on cherche toujours, c'est humain, on cherche une sorte de petite excuse et on se dit, bah, c'est parce que je suis française, donc c'est pour ça. Mais en fait, on rencontrait toutes les mêmes difficultés. Je pense que ce qui fait très, très peur quand on décide d'être prof de yoga, c'est vrai que c'est cette prise de parole devant les autres. Et nous, dans la formation, très tôt, elles nous ont obligés à prendre la parole devant les autres. C'est-à-dire que tout de suite, même en prenant, en fait, on avait une sorte de trame, en fait, où on avait effectivement le déroulé de ce qu'on allait devoir détailler. Même si on devait le lire, elles voulaient qu'on prenne la parole au milieu
au centre de la pièce et que tout de suite, on commence à guider les autres. En autre question, je voulais savoir, t'as pas eu peur des contraintes sur ta vie personnelle que ça pouvait engendrer de faire une carrière sportive presque? Écoute, je me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, ce qui a été vraiment déterminant, c'était de faire déjà quelque chose qui me plaisait. C'était aussi finalement de me rendre compte que je pense que c'est ce que j'attendais depuis que j'avais quitté la France et que j'étais à l'étranger, où finalement, pour moi, c'était enfin trouver un moment pour moi, me recentrer sur moi en faisant quelque chose qui me plaisait. C'était pouvoir exercer un métier qui me plaît, c'est-à-dire faire quelque chose que j'avais choisi et qui surtout allait être compatible avec notre vie. C'est-à-dire que l'avantage d'être professeur de yoga, c'est que je peux l'emmener partout, je peux l'exercer partout. Il n'y a pas besoin de matériel, il y a pas des grosses contraintes au niveau technique en fait, puisque finalement c'est moi et ma voix. Et puis grâce à Instagram, grâce à finalement cette page Instagram que j'ai créée à l'époque quand j'étais au Moyen-Orient, en fait, qui a été un petit peu mon pas ma bouée de secours, mais on va dire que cette page Instagram, elle a été pour moi vraiment un trésor parce que j'ai rencontré plein de femmes extraordinaires qui m'ont suivi pendant 7 ans et qui me suivent toujours. Hein, et dans tous les changements que j'ai eus, dans tout ce que j'ai fait, ben finalement, ça, c'était un peu mon point stable, en fait. J'avais, on va dire, il y avait notre famille pour ce qui est des enfants. Et à côté de ça, pour moi, il y avait vraiment Instagram où finalement, il y avait des gens qui me suivaient, qui prenaient de mes nouvelles. Il y avait beaucoup de gens expats qui vivaient les mêmes choses que moi. Et le yoga, ça a été, ça s'est rajouté à ça parce qu'en fait, elles m'ont suivi dans cette aventure. Là, tu vois, j'ai commencé depuis qu'on est rentré en France, j'ai commencé à donner des cours aux amis, aux gens autour de moi parce qu'il faut continuer à pratiquer. Donc, je me suis laissé un peu l'été pour le faire. Et puis, en janvier, encore une fois, il y a toujours une bonne fée qui passe par là. C'est ma sœur qui m'a poussée, qui m'a dit, mais voilà, elle a un peu monté le truc. Et je me suis lancée grâce à elle. Hein, et je la remercie parce que je pense qu'à toutes mes étapes, il y a toujours eu une bonne fée ou quelqu'un qui a su mettre les mots au moment où j'avais besoin de les entendre. Ça, je pense qu'il faut aussi être, voilà, faut avoir ses oreilles grandes ouvertes et puis il faut entendre aussi ce que les autres ont à nous dire parce qu'ils ont des choses, parfois ils sont hyper stimulants. Et je pense que c'est hyper important quand on veut changer de métier ou quand on veut créer une entreprise. Je pense qu'il faut pas penser qu'il faut garder tout pour soi et que c'est secret. Je pense au contraire qu'il faut en parler et que c'est souvent voilà en parlant que les opportunités se créent, que les rencontres arrivent et que les projets se réalisent. Et donc j'ai commencé à enseigner et puis là avec le deuxième confinement sur Instagram, on me sollicitait en me disant mais quand est-ce que tu vas donner des cours, quand est-ce que tu vas donner des cours. Je pense que pareil, j'avais un peu peur parce que j'ai jamais parlé, je parle pas sur Instagram, je ne me filme jamais en parlant, donc on connaît pas ma voix. Et donc je pense que j'avais un petit peu peur. Et puis là, je me suis lancée, j'ai donné aujourd'hui mon deuxième cours cette semaine, et puis il y en aura plein d'autres là pendant toute la durée du confinement. Je veux pas être payée parce que je pense que pour moi, pour l'instant, c'est la suite de ma formation. Ça me fait plaisir de donner un peu de temps à tous les gens qui me suivent et qui m'ont donné beaucoup de choses au quotidien. Et pour moi, ça me permet voilà de continuer à pratiquer, et puis comme tu le dis, peut-être demain de continuer à le faire, voilà, de continuer à le professionnaliser comme j'en ai envie, que ça soit pour des gens plus loin et puis ici ou ailleurs en physique, parce que malgré tout, rien ne remplace quand même les contacts physiques. Aujourd'hui, on est tous en train de vivre un peu à l'heure du numérique, mais on a tous très très envie quand même de contact et ça nous manque, je pense, à tous. Et alors, question pratique, comment tu as fait, là donc tu dis que tu as donné tes premiers cours, comment tu as fait pour trouver tes locaux et deux, avoir tes premiers élèves? Alors j'ai donné des cours dans un studio qui cherchait une prof de yoga, donc ça ça s'est fait enfin au travers qu'on s'appelle d'un contact que j'ai eu. De toute manière, quand on devient prof de yoga, on a un statut indépendant, donc on fait on s'enregistre au niveau qu'on s'appelle de l'URSSAF. Enfin, moi j'ai créé un système de micro-entrepreneurs. Et après, donc soit je donne les cours donc dans ce studio où effectivement je suis rémunérée par rapport aux cours que je donne, soit j'ai pas donné des cours pour l'instant, j'ai pas loué de locaux. J'ai créé des groupes où il y a un minimum de 3 élèves et où effectivement on va pratiquer soit en plein air, soit à domicile. Bon, déjà, je pose la question parce que ça peut donner des idées aux Oui, auditeurs oui. qui ont envie de se lancer parce que
souvent ça peut faire peur louer une salle, trouver ses clients. Donc c'est vrai que l'idée du plein air, c'est super intéressant. Et Instagram aussi m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement aussi Instagram, le fait d'avoir cette page qui a été créée voilà maintenant depuis 4 ans, 5 ans, elle m'a permis aussi de parler beaucoup de ce que je fais et de le partager avec les autres. Donc je pense que les réseaux sociaux font aussi partie de l'aventure. Elle permet de se connecter aux autres et de se faire connaître et de transmettre son message aussi. Oui, c'est clair, c'est un super conseil. Bah, moi, c'est exactement pareil. J'ai créé mon compte Instagram parce que j'aimais partager la mode. Et finalement, ça m'a permis de rêver d'autres choses parce que t'as beaucoup de gens qui te suivent. Ça te donne aussi des opportunités et puis ça te donne des idées parce qu'en échangeant, c'est vrai que c'est un super conseil. Je pense que peu importe la passion que les auditeurs peuvent avoir, ils peuvent se lancer sur les réseaux et créer leur petite communauté. Alors, ma question à moyen long terme, en fait, j'avais vu dans un article où tu avais participé que tu projetais peut-être de faire une maison d'hôte avec des cours de yoga. Ah, Euh, oui, c'est parce qu'on a une maison non, on a une maison de campagne et effectivement, je disais que mon plus grand rêve, ça serait un jour de pouvoir effectivement y organiser des retraites et alors ça serait pas une maison d'hôte, mais ça serait effectivement de pouvoir organiser dans ce jardin effectivement des retraites de yoga, que ça soit à la journée ou à la semaine, où effectivement on pourrait se déconnecter. Après, pour moi, c'est un lieu magique, mais parce que pour nous, il est plein de souvenirs en fait. Donc c'est ça qui le rend un peu plus extraordinaire. Mais c'est vrai que comme j'ai la chance d'avoir grandi dans le sud de la France, on a le soleil, on a les oliviers, donc assez rapidement tout se transforme en petit havre de paix, on va dire. Ça, tu y penses toujours, c'est d'actualité? Écoute, oui, oui, c'est toujours d'actualité. Après, c'est vrai que toutes ces choses-là, moi, j'aurais espéré, tu vois, déjà cet été pouvoir organiser des choses. Le Covid a fait que, et la fin de ma formation de prof de yoga, et cet été, c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à commencer à devenir, enfin, à enseigner et à mettre les choses en place. Elles ralentissent ce genre de projet-là. Après, mon domaine à moi est très impacté par le Covid, hein, puisqu'on fait partie des activités qui ont été entre guillemets interdites, donc on peut pas pratiquer le sport, on a fermé les écoles, donc c'est vrai que pour l'instant c'est des projets qui sont en suspens, mais oui oui j'espère rapidement qu'une fois qu'on aura tous retrouvé un peu plus de sérénité et une vie un peu plus normale, je pourrais effectivement organiser, alors peut-être pas des semaines, mais oui des jolies journées. Sur des connexions où on pourrait effectivement pratiquer du yoga et se faire du bien. Bon, on suivra ça alors. Et si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil, quel serait-il? Je pense qu'honnêtement, je changerais rien. Parce que je suis foncièrement, je crois foncièrement que toutes les choses arrivent pour une raison et qu'il y a, comment ça s'appelle, un cheminement nécessaire pour arriver là où on est. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a des fois, il y a des petits détours et il y a des obstacles, il y a des choses qui sont difficiles, mais en fait, elles sont là pour nous permettre après de réagir autrement ou d'accéder à quelque chose. Donc, je suis foncièrement, je crois aux signes et au destin. Donc, en fait, je pense que non, je ferais tout pareil. Je ferais tout pareil parce que on peut toujours avoir plus, on peut toujours vouloir plus, mais je pense que parfois c'est bien aussi de s'arrêter un instant et de se rendre compte sur ce qu'on a déjà. Et je pense que j'ai déjà beaucoup. Donc je pense que tout est arrivé, tout arrive au moment où ça doit arriver. C'est vrai que dans notre société, avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec tous ces moyens de communication, en fait, on est tous hyper connectés et du coup, on, on a encore plus de comment dire ça? On est souvent confronté en fait aux réalisations des autres, au succès, tout est exacerbé. Et effectivement, parfois, on peut avoir ce recul de se dire ah bah oui, mais moi du coup, c'est arrivé plus tard, ou alors bah moi, j'ai pas réussi à faire ça, ou alors. Et finalement, il faut toujours, je pense, replacer tout dans son contexte en fait. Je pense qu'il faut remettre toute réussite, toute situation dans son contexte exact. Il y a des femmes très brillantes avec ou sans enfants. Il y a des femmes bah, comme toi qui ont tout quitté pour partir à l'étranger, qui ont sauté parce que il y a aussi eu un timing qui l'a permis. Et je pense qu'il faut croire au timing de sa vie. Il faut effectivement être patient et savoir attendre le bon moment. Et des fois, par contre, il faut être
attendre ce bon moment et se jeter quand il se présente. En fait, c'est un mix entre les deux, c'est-à-dire avoir deux yeux grands ouverts pour attendre ces opportunités et aussi avoir le courage de les saisir quand elles se présentent. Et parfois, ça veut dire sauter dans le vide. Tu sais ce que ça représente quand tu as décidé d'aller à Londres. Moi, ça c'était pareil quand j'ai décidé de partir au Moyen-Orient. Voilà, il faut juste parfois avoir. Il faut à un moment donné, il faut déconnecter le fusible, prise de conscience, stress, et se dire allez, j'y vais, c'est maintenant. Ce que tu dis, ça me fait penser, et j'avais lu, c'était une citation qui disait le destin n'existe que pour les esprits préparés. Et ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis parce que on peut croire au destin, oui, mais il faut aussi pouvoir saisir ce destin. Il faut pas passer à côté. Et donc, je trouve que ça résume très bien cette citation. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment être ouvert, accepter, accueillir et puis après un peu de fantaisie, un peu de courage et y aller. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose dans ce podcast. Pour toi, c'est quoi une reconversion réussie? Une reconversion réussie. Je pense que une reconversion réussie, c'est quand tu te réveilles le matin et que tu fais ce que tu as envie de faire. C'est qu'aller travailler, c'est pas une contrainte et c'est de faire ce dont tu as rêvé ou quelque chose qui te procure du plaisir ou qui t'amène, qui te donne tellement que c'est pas un fardeau. Je pense que c'est dans sa vie professionnelle en général, quand on se réveille le matin et qu'on est heureux d'y aller, quelle que soit la raison, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que ça peut être parce que on a des collègues extraordinaires, c'est peut-être parce que on travaille dans un endroit extraordinaire, ou c'est peut-être parce qu'on fait le métier de ses rêves. Hein. Il y a 1000 raisons, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est si on passe du temps avec les gens qu'on aime, si on fait quelque chose qui nous plaît, et en plus, si ça peut être dans un endroit magique, c'est encore mieux. C'est que le yoga, on a la chance normalement d'être dans des endroits assez mignon, où on essaye de créer une sorte de bulle de bien-être. Donc, c'est souvent des endroits assez sympas pour travailler. Mais je pense que c'est ça, une reconversion réussie. Super, merci beaucoup Christelle. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, où on peut suivre tes cours de yoga? Eh ben, en ce moment, vous pouvez me retrouver donc sur ma page Instagram qui est The Brunine. Je parle en story dès que je vais faire des cours en Zoom. En fait, je vous préviens et en fait, j'envoie après le lien pour la réunion en message privé et qui permet à toutes celles qui ont envie d'y participer de se login et de venir nous y rejoindre. Merci beaucoup Christelle. Franchement, moi personnellement, ça m'a donné envie de suivre tes cours de yoga. Tu as l'air tellement apaisée. Franchement, c'était très inspirant comme conversation. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup à toi. Ça fait un vrai plaisir de discuter. Merci. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous cherchez toutes les notes avec les références de l'épisode, allez dans le détail du podcast. Aussi, si vous souhaitez retrouver ma formation pour créer votre boutique en ligne, rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou YouTube sous le pseudo Clairvirose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de donner le plus de visibilité à ce podcast et d'aider un plus grand nombre.